Bonjour à tous et bienvenue à votre émission sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons des enjeux de la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Farah Nguégan. Elle est chef de communication relations publiques de la structure Tax Justice Network Africa. C'est bien cela. C'est bien cela. Bienvenue sur notre plateau, Farah Nguégan. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, nous parlons, comme je l'ai dit déjà, des enjeux de la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Je voudrais déjà, pour la première question, qu'on définisse pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'un flux financier, premièrement, et ensuite, qu'est-ce qu'un flux financier illicite? Pour répondre simplement à votre question, un flux financier peut se résumer à la circulation de l'argent. C'est l'argent que je gagne quand j'ai fini mon travail à la fin de la journée. C'est l'argent que j'envoie par mobile money ou c'est l'argent que j'utilise au quotidien pour acheter du pain ou du sucre. C'est de la circulation de l'argent. Maintenant, les flux financiers illicites, c'est tout argent gagné, tout argent utilisé ou transféré d'une manière qui n'est pas autorisée. Par autorisé, il y a le légal et puis il y a l'illégal. Mais en tout cas, dans la société où ça s'opère, c'est l'argent qui n'est pas autorisé à circuler de la manière selon laquelle elle circule. Et ça, c'est une définition que vous pouvez lire dans le rapport du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites qui a été commissionné par l'Union africaine et la Commission des Nations unies pour l'Afrique. Dans un rapport qui s'intitule « Flux financiers illicites, traquez-les, stoppez-les, récupérez-les ». Donc, pour résumer, les flux financiers illicites, c'est tout argent qu'on gagne, qu'on utilise ou qu'on transfère de manière qui n'est pas autorisée. Qui n'est pas autorisée, illégale. Illégale. Alors, quel est l'état des lieux des flux financiers en Afrique actuellement? Malheureusement, l'heure est grave. L'Afrique perd chaque année des sommes incroyables d'argent. Suivez avec moi l'évolution. En 2015, le groupe dont je vous ai parlé plus tôt, le groupe de haut niveau sur les flux financiers en Afrique, a estimé que l'Afrique perd 60 milliards de dollars par an. C'est beaucoup. C'est beaucoup. 60 milliards de dollars par an, c'est le salaire de combien d'enseignants du primaire en Côte d'Ivoire ou en Afrique? C'est le budget de combien d'États africains? Ce sont des sommes astronomiques. Imaginez-vous chaque année prendre, disons, 200 000 et puis jeter par la fenêtre. Multiplier les 200 000 pour atteindre 60 millions de dollars. C'est ce que l'Afrique fait. On prend de l'argent, on jette par la fenêtre chaque année. Mais ça, c'était il y a 6 ans, en 2015. En 2020, il y a un an, plus récemment, la Commission des Nations Unies pour l'économie et le développement, en abrégé CNUSED, a estimé que maintenant, on perd 88,6 milliards de dollars. Donc, entre 2015, où c'était juste 60 milliards de dollars, et maintenant, on a fait un bond de 20 milliards. Pendant 5 ans. 5 ans. Donc, le phénomène va en s'aggravant. Donc, l'heure est grave. Voilà la situation pour l'Afrique. On perd des sommes hémorragiques, et des sommes énormes chaque année en Afrique. Voilà l'état des lieux. Et quand vous faites l'état des lieux, des sommes astronomiques que perd l'Afrique par rapport aux flux financiers et aux flux financiers illicites particulièrement, quelles sont les causes, pour parler déjà après des conséquences, quelles sont les causes de ces flux financiers illicites? Ok. Le rapport dont je vous ai parlé plus tôt identifie plusieurs causes, mais ici je vais en citer 3 seulement. On perd autant d'argent en Afrique à cause de l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale, c'est quoi? C'est lorsqu'un acteur économique décide d'échapper au contrôleur fiscal. Totalement. Lorsque le contrôleur fiscal passe, il n'y a personne pour verser la taxe ou l'impôt qu'il faut verser. Première source des flux financiers illicites. La deuxième source des flux financiers illicites ou leur cause, c'est la mauvaise ou la fausse facturation. Je suis commerçant. Je réussis à faire un bénéfice d'1 million, mais je mets dans mes factures que j'ai gagné au total 200 000, juste pour dribbler le fisc. Fausse facturation. Le troisième groupe de causes des flux financiers illicites comprend les activités criminelles, le trafic de drogue, le trafic d'ossements humains ou la corruption. Donc, on perd toute cette somme-là à cause de l'évasion fiscale, de la fausse facturation et en gros de tout ce qui est comme activité criminelle. Est-ce qu'on pourrait assimiler les flux financiers illicites, on peut les assimiler par le blanchiment d'argent?
Ce ne serait pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Le blanchiment d'argent est une forme de flux financier illicite. Parce que le blanchiment d'argent rentre dans quoi? Les activités criminelles. Par exemple, je suis une organisation qui fait dans la drogue, c'est une activité criminelle. L'argent que je brasse a été gagné à cause de la drogue. Mais pour le blanchir, pour qu'il rentre dans les banques, c'est justement le blanchiment d'argent. Je suis obligée d'ouvrir, par exemple, une petite boutique de vente de cigarettes où cet argent gagné là-bas repasse dans le circuit normal. Donc, c'est une forme de flux financier illicite, mais ce n'est pas la seule forme de flux financier illicite. Mais ça, c'est bénéfique à la société ou pas? Non. On ne va pas insister. Non, parce qu'il y a une grande respiration. Non, on ne va pas encourager. Alors, quelles sont les conséquences des flux financiers en Afrique? Quand on perd autant d'argent, madame, les conséquences sont nombreuses. Et pour être bref, je peux en citer juste 3. Quand on perd 88,6 milliards de dollars par an en Afrique, on ressent d'abord les effets sur le développement. Donc la première conséquence, c'est le manque de ressources pour financer le développement d'un pays. La deuxième conséquence que je peux vous citer, c'est l'augmentation de la dépendance à la dette ou à l'aide publique au développement. La troisième conséquence, c'est l'augmentation du fardeau fiscal sur nous autres petits peuples. Et je peux expliquer. Oui. Quand on perd 88,6 milliards de dollars par an, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites un tour hors d'Abidjan, hors de Yaoundé, hors de Nairobi ou alors au Caire en Égypte, si vous voyez une école, vous allez vous demander si l'école ressemble à une cabane ou c'est vraiment l'école. Vous voyez l'état de la route, vous vous demandez où vous êtes. Et plusieurs d'entre nous ont déjà eu à faire monter un membre de la famille du village, tout simplement parce que la personne ne pouvait pas être soignée dans le centre de santé local. Voilà un exemple palpable que tout le monde peut identifier en ce qui concerne les effets des flux financiers illicites. Quand on perd de l'argent, on n'en a pas assez, on n'en a plus assez pour financer notre développement en école, en route, en santé. Première conséquence. Ça, tout le monde peut en témoigner. La deuxième conséquence, c'est l'augmentation de notre dépendance à l'aide publique au développement. L'aide publique au développement en soi n'est pas si mal, mais lorsqu'un pays vient à en dépendre, c'est là que ça devient compliqué. Quand vous prenez le cas du Burkina Faso, en 2014, la contribution de l'aide publique au développement au budget national du Burkina Faso était de 30,33%. C'est énorme. Oui. Donc, si le Burkina Faso se retrouve maintenant à perdre ce genre de sommes en flux financiers illicites, qu'est-ce qui se passe? On va encore aller tendre la main. Et un proverbe de chez nous dit que la main qui demande est en dessous de la main qui reçoit. Ce qui fait qu'on est ouvert à des théories externes qui ne bénéficient pas forcément aux intérêts locaux. Troisième conséquence, c'est le petit peuple qui le ressent. Lorsque autant d'argent échappe à l'État, par exemple, une multinationale ne paye pas ses impôts, arrive à pratiquer l'évasion fiscale, l'État n'arrive pas à générer suffisamment de ressources. Et comme il n'arrive pas à générer suffisamment de ressources, vers qui il se tourne? Vers les petits poissons, les petites et moyennes entreprises, le citoyen lambda. Et comment ça se traduit? Augmentation du prix du riz, augmentation de la TVA, augmentation du prix du carburant. La vie devient chère. Et c'est vous et moi qui trinquons. Voilà un peu les conséquences des flux financiers en Afrique. Alors, une campagne de lutte des flux financiers illicites bat son plein actuellement sur le continent africain. Il s'agit de la campagne Stop the Bleeding. Présentez-nous déjà cette campagne. Et elle est menée depuis combien de temps? Oui, la campagne, elle se dit en anglais Stop the Bleeding, mais en anglais, elle se dit Stop the Bleeding, mais en français, elle se dit Arrêter l'hémorragie. Et tout est dans le titre. Arrêter l'hémorragie des ressources financières de l'Afrique. La campagne bat son plein depuis 2015. Elle a été lancée au même moment de la publication du rapport des Nations Unies et de l'Union africaine sur les flux financiers illicites. Donc ça fait à peu près 6 ans que la campagne bat son plein. Et son objectif, c'est quoi? C'est à peu près ce que je fais aussi aujourd'hui avec vous. Et merci à Business 24 de nous offrir cette opportunité. D'abord sensibiliser. Réveil des Africains sur ce genre de sommes qu'on perd chaque année en Afrique. Toucher aussi les décideurs, les acteurs économiques et les institutions internationales et leur dire que voilà, si on met ensemble un certain nombre de mesures, par exemple, on est en train de militer pour que les États
installe ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. Nos États ne communiquent pas ensemble. Donc, si une entreprise pratique l'évasion fiscale ici et que le Congo ne dise pas au Cameroun, attention, si vous accueillez cette entreprise-là, sachez que vous vous exposez aux flux financiers illicites, le Congo va subir le même problème. Or, on est en train de dire dans la campagne « Arrêtez l'hémorragie des flux financiers illicites » en Afrique que communiquez entre vous. C'est ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. Donc voilà, entre autres, ce qu'on fait depuis 6 ans pour amener les populations africaines, les décideurs, les acteurs économiques à juguler le problème, à réduire ces sommes astronomiques dont j'ai parlé plus tôt. Ça fait 6 ans qu'on le fait. On ne le fait pas seul. Il y a bien sûr mon institution, Tax Justice Network Africa, mais il y a 7 autres organisations, et je peux citer à la volée Afrodad, Femnet, Trust Africa, qui se mobilisent à travers la recherche et la mobilisation, la sensibilisation pour combattre le phénomène. Ce que vous faites là est très noble. Vos cibles sont le citoyen lambda, sont les entrepreneurs, les entreprises, les PME, mais ce sont aussi les décideurs, les différents États africains. De quels moyens disposez-vous pour les atteindre? Parce que les États sont forts. Donc, vous disposez, je ne dirais pas que votre organisation est petite, mais vous disposez de quels moyens pour toucher les différents États, les décideurs, les chefs d'entreprise, le citoyen lambda, c'est plus facile de l'approcher, les campagnes peuvent se faire là, mais les décideurs, vous disposez de quels moyens? Et est-ce que vous avez des moyens contraignants? Est-ce que vous avez les moyens de vérifier, je ne vais pas dire traquer, mais de contrôler? Malheureusement, on n'a pas les moyens de traquer. On n'a pas non plus le moyen d'imposer. La force qu'on a, c'est de présenter les données et les faits. Et contrairement à ce qu'on peut penser, nos gouvernements ne sont pas si fermés. Ils sont plutôt ouverts. Et donc, la seconde façon dont nous les approchons dans la campagne Arrêter l'hémorragie, c'est aussi à travers les conférences, c'est à travers le plaidoyer. Donc, chaque année, par exemple, notre institution Tax Justice Network Africa organise des conférences. On invite les responsables de direction générale des impôts, les responsables des ministères des Finances, pour leur exposer les résultats des recherches que nous avons commises durant l'année et pointer leur attention vers les secteurs d'hémorragie en Afrique. On organise aussi des réunions où on invite les parlementaires, les législateurs, parce que ceux qui peuvent aussi combattre, contrairement à nous, qui peuvent combattre et obliger les acteurs économiques à suivre une certaine ligne ou pas, c'est les parlementaires. Si les parlementaires disent désormais, toutes les entreprises doivent déclarer leurs biens, désormais notre État s'engage à entrer dans le processus d'échange automatique d'informations avec X, Y, Z, là l'État suit. Mais nous, notre pouvoir est dans le fait de pouvoir tirer la sonnette d'alarme, et on le fait à travers la recherche, les conférences, et nous sommes heureux que les gouvernements tendent l'oreille, viennent à ces conférences et sont réceptifs. Est-ce que vous avez pu constater des changements depuis 5 ans que vous menez cette campagne Stop the Blending? Est-ce que vous avez pu constater des changements au niveau de certains États ou même des États africains? Oui, il y a eu plusieurs efforts notables qui ont été remarqués. Je vais prendre le cas du Kenya et du Sénégal. Dans le cadre de la campagne Arrêter l'hémorragie, nous faisons des activités de plaidoyer, et il s'est trouvé qu'on a attiré l'attention du gouvernement kényan et sénégalais sur le danger des traités de non-double imposition. Un traité de non-double imposition, c'est quoi? C'est un traité qui permet entre deux pays à une entreprise de ne pas être imposée dans le pays A et être imposée dans le pays B. Ça veut dire quoi? Si je suis une entreprise, j'ai ouvert mon entreprise au Cameroun et au Congo. Au Cameroun, je suis taxé à 30%. Au Congo, je suis taxé à 40%. Je ne dois pas payer dans les deux. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Donc, je peux payer dans l'un de ces pays-là. L'accord de non-double imposition fait que si je suis au Cameroun, je peux choisir de ne payer mes impôts qu'au Cameroun, et c'est bon. Donc, on a attiré l'attention du gouvernement kényan et sénégalais sur le fait que les accords de non-double imposition qu'ils ont signés avec l'île Maurice, par exemple, les exposent aux flux financiers illicites. Parce que le Sénégal, par exemple, a un taux d'imposition de 30%. L'île Maurice, par contre, a un taux d'imposition des sociétés de 0%.
Si vous êtes un acteur économique, vous faites votre choix. Vous allez aller à l'île Maurice et puis vous ne payez rien. Oui. Donc, ni le Sénégal, ni l'île Maurice ne bénéficient. Qu'est-ce que ça a donné? En 2019, le Kenya a mis fin à son traité de non-double imposition avec l'île Maurice et a décidé de renégocier. Le Sénégal aussi a mis fin à son traité de non-double imposition avec l'île Maurice, mais on ne sait pas encore s'ils vont renégocier ou pas. Voilà une action forte qui a été menée dans le cadre de la campagne. C'est pour ça que je disais que heureusement que nos gouvernements sont réceptifs, ils écoutent et on n'a pas des victoires à célébrer tous les jours. Comme je vous le disais, c'était en 2019, mais au moins c'est une victoire notable de la campagne. Très notable. Voilà, vous êtes une ONG. On va le dire clairement, hein. Vous êtes une ONG, donc une organisation à but non lucratif. Parce que tout ce que vous faites, ces campagnes, c'est de l'argent. Comment vous vivez, comment vous menez vos campagnes? Quelles sont vos ressources? Les ressources des ONG comme les nôtres viennent des bailleurs de fonds généreux. Il y en a qui sont internationaux, il y a des institutions comme les Nations Unies qui soutiennent. Les institutions comme les nôtres, il y a des institutions philanthropiques comme celle de Bill Gates qui soutiennent des institutions comme les nôtres. Et puis, il y a aussi les fonds propres générés par nos activités. Est-ce que parfois, vous ne vous heurtez pas à des conflits d'intérêts? Parce que les multinationales, vous allez parfois contre les multinationales. Si une multinationale fait partie des organisations qui vous soutiennent, est-ce que vous êtes à l'aise pour exercer ce que vous devez exercer comme justement, au nom du principe de l'indépendance, nous n'irons pas chercher le financement auprès d'une multinationale. Comme je vous l'expliquais, c'est déjà des institutions internationales qui ont prévu dans leur budget de soutenir d'autres ONG. Donc, il faut quand même qu'on fasse attention. Je posais cette question pour pour parler de la fiabilité de votre organisation. Voilà. Et quelles sont les perspectives de la campagne Stop the Bleeding? La campagne Arrêter l'hémorragie a pour perspective immédiate l'investissement dans le secteur minier. Le secteur minier, vous savez, c'est un secteur qui est très exposé aux flux financiers illicites. Et dans le futur proche, on va publier un certain nombre de rapports sur la façon dont nos États s'arrangent à mettre en place ce qu'on appelle la vision minière africaine. Elle a été préparée par l'Union africaine et elle donne une direction de ce que les États devraient faire pour bénéficier de toutes leurs ressources et qu'on cesse enfin de dire l'Afrique est un continent riche qui est pourtant pauvre. On a tellement de minéraux, mais on n'en bénéficie pas. Donc, on va publier un certain nombre de recherches là-dessus et on compte aussi sensibiliser davantage le public là-dessus à travers l'art, les documentaires ou le dessin. Quelles sont les difficultés, et là c'est l'avant-dernière question, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de la lutte des flux financiers illicites? Là, ce sont des difficultés qui ne s'appliquent pas seulement à la campagne Arrêter l'hémorragie. Le secteur des flux financiers illicites est un secteur difficile à pénétrer et aussi à juguler parce que, à cause de nombreux acteurs qui sont dans ce secteur-là, mais aussi à cause de leur puissance. La première difficulté est la mauvaise gouvernance. Et par mauvaise gouvernance, il faut entendre la corruption. Si vous évoluez dans un domaine où, quand le collecteur d'impôts passe, on peut lui glisser sa petite bière et qui repasse demain, c'est très difficile de venir sensibiliser, de dire, bon voilà, mobilisons-nous pour le développement de notre pays. L'autre difficulté est, comme je vous expliquais tout à l'heure, les traités de non-double imposition. Beaucoup d'États, malheureusement, croient encore à l'utilité de ces traités de non-double imposition et ne font pas le travail de recherche pour se rassurer que d'abord les niveaux d'imposition sont au moins semblables et qu'on va bénéficier. La troisième difficulté dans la lutte contre les flux financiers illicites est aussi une question de morale. Vous savez, comme les impôts ont été introduits dans nos pays sous la force,
Donc c'est encore très difficile de convaincre des gens de l'utilité de payer des impôts quand ils ne voient pas à quoi ça sert. Oui. Il faut payer des impôts, il faut, mais je ne vois pas de route. Voilà, un problème d'éducation de masse et d'être convaincu que l'impôt que je paye va servir à quelque chose. Voilà un peu les difficultés générales rencontrées dans le cadre de la lutte contre les flux financiers illicites. Okay. Alors, dernière question. Pensez-vous qu'il est possible de mettre fin aux flux financiers illicites en Afrique, sur le continent africain? C'est un travail difficile. C'est un travail de longue haleine, mais il est possible. Il est possible à condition que les citoyens soient éveillés. Les acteurs économiques et l'État cherchent vraiment à protéger les intérêts de développement, leurs intérêts de développement, et écoutent la voix des organisations non gouvernementales comme les nôtres qui crient à l'échange automatique d'informations, la mise en place des mesures d'un peu plus de transparence, comme l'échange automatique d'informations, des lois qui exigent que les opérateurs économiques, comme les multinationales, déclarent leurs bénéfices pays par pays. Parce que pour le moment, ils se limitent à dire, voilà, nos bénéfices globaux sont 2, mais on ne sait pas quels sont les bénéfices en Égypte, ni les bénéfices au Kenya, ni ceux en Afrique du Sud. Donc si nos États mettent en place ces mesures qui vont vers plus de transparence et se battent pour recouvrir les fonds volés ou qui se sont soustraits aux caisses de l'État, sur le long terme, on peut juguler le phénomène des flux financiers en Afrique. Merci beaucoup, Farah Nguégan. Je rappelle que vous êtes chef de communication relations publiques de la structure Justice Network Africa. Avec vous, nous avons parlé des enjeux de la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Un échange enrichissant. Et je vous souhaite une bonne continuation, vraiment, c'est à louer ce que vous faites, beaucoup de courage et on s'attend à de bons résultats, encore de meilleurs résultats pour le bonheur de toute l'Afrique. Merci de nous avoir suivis, je suis Irène Bailly, je vous retrouve très bientôt, toujours sur la même chaîne, Business 24 Africa.